Donc, au Hachem, on a déjà l'honneur de fêter cette fête-là ensemble aujourd'hui. Et pas seulement ça, on a aussi l'honneur d'avoir donc Rav Kahn qui se trouve maintenant avec nous donc à la Shul pour venir donc honorer la remise des diplômes de Mahamad. Et comme le Rav est pressé, doit aller donc à des occupations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Rav Kahn de dire quelques mots, de renforcer ceux qui ont étudié l'étude de la Torah. Et Bezrat Hashem, ensuite on va faire Mincha, on va ouvrir le buffet et ensuite commencera le programme Bezrat Hashem. Désolé du retard. Donc Rav Kahn, Vakasha. Chazak kol hakavod, Arav Gez, pardon, merci. Pour le dévouement de shiurim, et je sais que quand on donne des shiurim sur Internet, c'est un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas le feedback sur place. On ne peut pas lire le visage des gens pour bien comprendre s'ils en comprennent. Donc c'est encore plus ce mérite, plus difficile de donner des shiurim. Et kol hakavod, Baruch Hashem, ça permet aux gens vraiment d'étudier, d'avancer. Malgré qu'il y a, c'est connu que le Chai Adam, quand il a choisi un nom pour son livre, il a choisi le nom Chai Adam. Pourquoi il a choisi Chai Adam? Parce qu'il avait peur que demain les gens ils vont écrire un kitsur de son livre. Et donc, si il appelle Chai Adam, la vie de l'homme, personne ne va écrire un livre qui s'appelle Kitsur Chai Adam, la vie en cours. Raccourci. Donc, Baruch Hashem, notre cher Maggid Shiur, ils ne donnent pas un chemin raccourci, ils ont vraiment étudié page par page, malgré que c'est très intéressant que dans la lettre que le Rabbi parle au niveau d'étudier Smicha, le Rabbi dit, il dit d'abord Be'itev avant le Shartaz, parce que là-bas dedans, c'est comme s'expliquait dans Chassidut, il y a une Nekuda, après il y a développement, il y a après la conclusion. Donc le Rabbi, dans son suggestion, il dit, tu peux utiliser la conclusion pour la Nekuda, pour commencer à étudier à l'envers. Comme ça, tu vas savoir les détails que les Shachetaz vont vouloir te dire. C'est comme ça que vous avez compris cette lettre. Hein? Si on regarde cette lettre, que le Rabbi dit Be'itev avant Shachetaz, pas après, mais avant. Oui, c'est très intéressant parce que le Be'itev, des fois, il ramène ses propres conclusions halachiques ou ses propres références, ou il fait allusion à d'autres choses. Tout, on le trouve dans la paracha de la semaine. Et donc, je voulais partager avec vous, j'ai étudié il y a un petit peu de temps, une tchouva d'Admor Hazaken. Et c'est que quand j'ai étudié cette tchouva avec mon fils, je dis, tu vois ici, exceptionnel. Ce n'est pas le oui ou le non de la halakha, mais l'approche que l'Admor Hazaken il avait par rapport à cette question et trouver une solution technique et qui va arranger la situation, le problème. Et ça, on trouve très intéressant dans notre paracha. À propos de Pinchas, Hineni noten lo et briti shalom. Je le donne, mon convenance de alliance, merci, shalom. Shalom veut dire paix. Et en vérité, malgré que dans le sens ensemble c'est marqué shalom, la Gemara il dit dans Kiddushin que le mot shalom, qu'on écrit shin, lamed, vav même, le lettre vav, il est ketia, coupé, il est un petit peu différent. Vous regardez dans le Chumash, dans cette Chumash, c'est marqué. La Gemara, il dit pourquoi il est un petit peu coupé. Parce que comme ça ne fait pas le mot shalom, ça fait le mot shalem. Shalem veut dire complet, entier.
Donc en vérité, quelle sorte de brit il donne? Il donne que ce n'est pas uniquement shalom qui se paie, mais shalem, comme ça fait entier. Il y a beaucoup de... D'abord, il y a dans Mishnat Avraham, dans Yerusha Shlomo, dans plusieurs livres d'autorité, il y a plusieurs avis, concrètement, techniques, comme on écrit dans le Sefer Torah. Il y a une dizaine d'avis, comment on écrit dans le Sefer Torah. Est-ce que vous avez entendu ça déjà, que le Vav, il est un petit peu spécial dans cette... Comment on l'écrit dans le Sefer Torah, cette Vav? Il y a d'autres qui font, comme c'est marqué, un Yud, et c'est coupé, et après, le problème est que si on a un Yud qui est coupé, a priori, si ça doit être marqué Shalom, ça ne va pas. D'autres, ils trichent. Qu'est-ce qu'ils font? On le coupe, presque entier, mais on laisse attacher. Et comme ça, la personne qui lit, il voit que c'est un petit peu un Yud, mais c'est quand même attaché. C'est pas mal ça. Pourquoi? Parce que, au moins, le Sefer Torah, il est caché, il y a un Vav. C'est attaché en bas. Le problème, est que la Gemara, il dit clair que c'est coupé. Et à un certain niveau, c'est ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que il y a plusieurs avis comment faire. L'avis qui est très mokoubal, très intéressant, c'est que on écrit un yud. Chaque lettre de l'alphabet est composée à peu près de 3 tiers. Comme un chaf, il est le haut, et après le milieu. Donc, un yud, c'est 1 avec un petit peu. Un vav, c'est 1 et 3 hauteurs. Ovekulmus, ça s'appelle, la largeur de le stylo. Plus le bâton qui continue 2. Donc, qu'est-ce que la solution la plus pratique? On fait un yud. Le yud qui finit à peu près au maximum de longueur de yud. Ça veut dire avec la tête qui a une épaisseur, on descend encore une épaisseur, et celui-là on fait très épais, et après on continue encore, on dit des on shia, un petit peu plus bas, encore vraiment un tout petit peu, mais très fin. Qu'est-ce qu'on a gagné? Si on regarde, c'est un yud. Mais de l'autre côté, puisque ça continue un petit peu plus bas, même si c'est plus fin, c'est plus long qu'un yud. Malgré que c'est la forme générale, c'est un yud, c'est un petit peu plus long qu'un yud. Ça descend. Et b'diavad, c'est kasher peut-être pour un vav, parce que c'est pas un yud, c'est un petit peu plus long. En rajoutant, on laisse un vide et on rajoute l'autre côté en diagonale. Le yud descend d'ici, on rajoute un ovikulmus, un petit peu. Donc, on voit que c'est un vav, le forme c'est un yud, c'est kasher b'diavad pour un vav, et on voit clair que c'est un vav. De cette façon-là, on a shalim, c'est entier. C'est comme dans la halakha, ce que Avgad nous a appris dans la halakha, il faut les deux choses. Il faut que c'est entier, et de quelle façon c'est entier? Qu'on sait d'une façon de shalom, c'est shalim. Les deux choses, ils se complètent. De la même façon que halakha qui dit vrai hamachia, quand la halakha il est comme cela qui englobe les deux avis ensemble, quand c'est shalom, c'est shalim. Et ça, c'est la bracha qu'on a de notre paracha, la jonction, comme on peut rentrer dans le même mot de Sefer Torah, le shalim et le shalom, que les deux marchent ensemble. Il y a beaucoup d'explications. Le Balatur me donne beaucoup d'explications. Dans le sens simple, il dit Pinchas et Eliyahu. Eliyahu, c'est avec Vav, et puisque il n'est pas entier tant qu'il n'y a pas Moshiach, donc on a enlevé temporaire le Vav et tout ça. Il y a plusieurs explications. Mais en tout cas, Kol HaKavod, au investissement
de Rav Gez pour la mémoire de sa maman. Kol hakavod aux élèves qui ont étudié. Kol hakavod aux femmes des élèves qui ont laissé pousser leur mari. Et encore plus kol hakavod aux élèves qui vous avez arrivé jusqu'à la fin. Le rabbi tient très fort l'importance de finir, d'avoir cette connaissance d'études. Et, comme on a dit, que tout se passe d'une façon de shalim et shalom ensemble et d'une façon que les deux sont unis. Chazak. Mais en tout cas, c'est un jour qu'on peut vraiment se réjouir, étant donné que c'est un jour où tout le monde s'est investi, et c'est vraiment un fait, investi dans la Torah. Imaginez-vous, à Kadosh Baruch Hu, comment il doit regarder ce moment-là, où il y a vraiment des gens que, Baruch Hashem, tout le monde Baruch Hashem a Yirat Shamayim qu'il faut, et tout le monde a accompli la Torah Mizot comme il faut, mais c'est vrai que chacun dans le train de la vie, du travail, pas forcément on a la chance de pouvoir se fixer des moments d'étude de la Torah. Et pas forcément. C'est vraiment une réelle joie finalement qu'on puisse fêter ce moment-là. Et comme pour vous dire un petit peu la petite histoire, comment ça a commencé, c'est qu'en réalité, on sait, il y a quelques années, on a, suite au Covid, on a décidé de faire comme un Beit Midrash online, un Beit Midrash donc, qui était en ligne, qui pouvait vraiment donner une réponse un peu à l'étude de la Torah. Bon, beaucoup de gens ont fait ça, mais comme ma spécificité c'est plus dans le monde de la halakha, et donc j'ai commencé à donner des shiurim, que ce soit dans le cadre de Orach Chaim, Yoredea, aussi dans Even Hazer, aussi dans Choshe Mishpat, un peu dans tous les dinim de l'Ichot, donc de Dinim Amonot. Et à un moment où il y a eu un besoin comme ça qui s'est créé, et qu'on a dit que bon, c'est vrai qu'il manque un petit peu une structure pour étudier la smicha. Et donc je disais pourquoi pas. Alors on a commencé vraiment à envoyer un appel très rapidement. En quelques jours, on est arrivé à 100 inscrits, 100 élèves qui sont inscrits donc, pour recevoir la smicha. Et on a commencé donc, comme vous vous rappelez tous très bien, par Patakum, Bishulakum, Kufyud Bet, Kufyud Gimel. Après on a continué avec donc la lachot de Basar Vechalav, ensuite de Mlicha et Ta'aruvot. Et comme ça on a passé, évidemment, moi personnellement je pensais que ça allait être un an, 2, 3 mois, comme ça on allait finir l'histoire. Baruch Hashem, c'était pratiquement 2 ans, alors entre les révisions, les mifranim à l'oral, et comme on se rappelle bien du Rav Aaron, c'était le moment de le mentionner aussi, Rav Mir Aaron Ben Galia qui s'est aussi donné pour pouvoir donc faire les mifranim comme il faut. Il a aussi beaucoup encouragé, il m'a aussi dit comment on pouvait donner la smicha à une personne. Et si vous ne le savez pas, même lorsqu'il vous a interrogé, c'était 2-3 mois avant qu'il quitte le monde. Il n'arrivait pas à s'asseoir sur une chaise. Et malgré ça, il a interrogé 3 groupes de chez nous, 2 heures chacun, il s'est assis, et il m'a raconté que ça lui a mis plusieurs jours à se remettre du mifran qu'il nous a fait, parce que tellement qu'il avait mal. Alors je lui ai dit, arrêtez, c'est pas la peine de faire le prochain mifran. Il me fait, il n'y a pas assez, je vois d'Avrechim qui sont prêts comme ça, des balébatim concrètement, qui n'ont pas la chance d'étudier tous les jours et qui se sont libérés pour étudier tellement de Torah, alors pour eux on est prêt à tout faire. Et même quelques jours avant sa disparition, donc Bedrat on peut aussi dédier la soirée pour ça, il est Shama. Mais comme vous l'avez peut-être vu sur la Terouda, et aussi, comme vous l'avez entendu, dans chaque cours, les cours ont été donnés toujours pour les Mishma de ma mère, Atara Bat Rachel, Bat Avraham Rachel. Et évidemment, il n'y avait pas un meilleur lieu que de fêter la remise des diplômes ici au Bet Rabat, dans lequel elle a construit de ses propres mains, qu'elle a ouvert durant tout le temps avec Shibadeh Chaytouri, avec le Rav Gez évidemment, la Routerim Shalim Tovot. Et donc, forcément, c'est un moment vraiment propice, que ce soit pour nous tous. Évidemment pour sa neshama aussi à elle, mais évidemment pour tous les élèves qui sont tellement œuvrés, qui sont tellement donnés pour pouvoir arriver au bout de cette smicha. Juste avant de donner la parole, j'aimerais juste mentionner quelque chose qui est assez extraordinaire qu'on voit donc dans la paracha de la semaine. Et dans la paracha de la semaine, ce que j'ai dit à tout le monde, parce que finalement pourquoi on l'a fait aujourd'hui, mercredi de la semaine, de la paracha de Pinchas, j'en ai aucune idée. Pourquoi sorti comme ça, ça devait se faire avant, un peu après, etc. Mais est-ce que vous savez, et je l'ai découvert par hasard, parce que bon, je savais d'où on apprenait la smicha, mais ce que je n'avais pas fait attention, c'est d'où on apprend la smicha dans la Torah. Quel est le pasuk dans la Torah qui nous parle de smicha? C'est quoi smicha? Vous savez c'est quoi la smicha? La smicha, on sait tous, c'est forcément donc on reçoit le diplôme de Rav, mais il n'y a pas que ça. À la base, c'était que Moshe Rabbeinu avait posé ses mains sur Yoshua. Il a fait la smicha, c'est quoi? C'est qu'il posait les mains sur la tête, comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé, comme Rashi nous dit, qu'il a demandé de faire avec une seule main, et ensuite on voit que le passouk dit qu'il a fait avec 2 mains. Et c'est quoi le passouk? C'est quoi ce passouk-là? Quand est-ce qu'on lit ce passouk qui nous parle de smicha? Le Yom Revi, le Revi, la paracha.
la parashat Pinchas. Donc en vérité, Bajra pratit extraordinaire. On voit qu'aujourd'hui justement, dans la parasha de la semaine, réveillée de la parasha de Pinchas, on parle de Smicha. Et c'est Bajra pratit justement le moment où on donne la Smicha aujourd'hui, quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est passé. Bajra pratit extraordinaire. Mais j'ai envie vraiment de partager, avant qu'on on va donner la parole évidemment, mais de partager, s'il manque des places, des chaises, évidemment on peut rajouter des chaises au fond, pour faire asseoir tout le monde. Merci. Donc il y a aussi un point que j'aimerais vraiment important à partager. C'est qu'il y a marqué, vous savez, dans les Chod Dayanim, il y a marqué, le Sma rapporte, le Rabbi là aussi l'a rapporté dans la Sikha, mais le Sma rapporte qu'il dit faites attention de ne pas avoir affaire à des balais batim. Pourquoi? Parce qu'il dit il dit ça au nom du shoot Mariva, il dit pourquoi? Il dit parce que les balais batim, c'est faire de Torah. Que si vous vous conseillez avec des balais batim, c'est exactement le contraire. C'est comme on raconte à l'époque de la Shoah, on peut pas dire chez qui, les Chassidim qui se conseillent chez certains Rabbanim, ils faisaient exactement le contraire. Parce qu'ils savaient que ce Rav-là, il disait le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc ils faisaient le contraire, c'est un peu comme ça, mais il disait que faites attention de ne pas vous avoir affaire à des balais batim. Ça veut dire quoi? De ne pas écouter les balais batim. Pourquoi? Parce qu'un balabait, il fait Eper Da'at Torah. Comme ça le Sma il rapporte dans les Chod Dayanim. Maintenant, c'est un peu étonnant. Quoi? Une personne te conseille, te donne un conseil, tu dois ne pas écouter parce que c'est l'inverse de la Torah. C'est un peu étonnant. Mais en vérité, le rabbin dit attends, mais de quoi on parle? Lorsqu'on parle de balai batim, de quoi on parle? Parce qu'en vérité, de quoi parle le Sma? Il dit que lorsque tu fais un beddin, alors on a dit, ne prends pas avec toi des rabbanim qui sont balai batim. Attends, s'ils sont dayanim, c'est-à-dire qu'ils peuvent se rendre une Torah, ils sont aussi de Talmidei Chachamim? Oui, ils sont Talmidei Chachamim. Si ce n'est pas Talmidei Chachamim, alors qu'est-ce que j'ai besoin de me dire que ces balai batim ne les prend pas? C'est évident que je ne les prends pas, c'est déjà d'Amaratzot. Si on parle des gens qu'on les prend en tant que dayanim, c'est évident que c'est Talmidei Chachamim. Et malgré ça, le Sma nous dit que si ce sont des Talmidei Chachamim, mais qu'ils sont balai batim, alors faut faire attention parce qu'ils sont Eper Da'at Torah, le contraire de la Torah. Comment c'est possible? On parle vraiment des gens qui sont érudits. Et eux, ils vont faire le contraire de la Torah. Et quand on parle d'érudits, ce n'est pas seulement les érudits qui sont que la Torah, mais qui ne font pas. Ils font aussi mitzvot, aussi Yirat Shamayim, et ils sont dayanim. Et malgré ça, on dit que comme c'est des balai batim, ne pas s'asseoir avec eux parce que c'est Eper Da'at Torah. Comment c'est possible? Alors Rabbi explique que c'est quoi balai batim? C'est une personne que finalement le monde a emprise sur lui. C'est-à-dire que lui, il regarde le monde avec des lunettes de ce monde. Et étant donné que forcément, qui fixe ici les règles? C'est la Torah ou c'est le monde? C'est la Torah. Istakel Boraita ou Baralma. Mais une personne qui vit dans ce monde qui est balai batim, ça veut dire quoi? C'est pas un titre balabait, oui, c'est une façon de voir les choses. Une personne peut travailler du matin au soir, mais au contraire, il est justement le contraire de balai batim, parce qu'il est vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc lorsqu'on parle de balai batim, de quoi on parle? On parle d'une personne que finalement, il est tellement imprégné dans ce monde-là, qu'il n'arrive pas à voir le monde autrement qu'avec les lunettes que le monde lui a données. Mais Da'at Torah, c'est le contraire. Da'at Torah, c'est complètement une autre façon de voir les choses. C'est quoi? C'est pas simplement Torah, c'est pas simplement Yirat Shamayim, ça c'est évident, parce que sinon on n'aura pas eu besoin de parler d'autre chose, c'est évident qu'il y a aussi Yirat Shamayim, mais c'est aussi sa perception des choses, la manière dont il voit le monde, c'est une autre vision complètement. Alors, un exemple tout bête, on peut parler par exemple du Bitachon B'Hashem, la foi en Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la croyance en Kadosh Baruch Hu? La foi sur Kadosh Baruch Hu, se tenir sur lui. Le monde dit une chose, et toi tu crois autre chose, tu crois exactement le contraire. Comment c'est possible? Parce qu'une personne qui est attachée à la Torah, elle a la force de le faire. Et c'est pourquoi je rapporte ça ici. Parce que lorsqu'on reçoit la smicha, finalement, on a quelque part, on reçoit cette force d'un. Mais de deux aussi, c'est quelque chose qui nous est exigé. On nous exige finalement de se monter au niveau où on est capable de voir le monde avec les yeux de la Torah. Ça veut dire, lorsqu'on a par exemple un dilemme dans la vie, lorsqu'on se conseille avec nous, on a besoin nous-mêmes de s'auto-conseiller des fois. Toujours la première réaction, c'est la peur du monde. Ce que le monde va dire sur nous. Les Darkei Ateva, les règles de la nature. Mais si la Torah te dit autrement, comment tu oses réagir comme ça? La Torah t'a fixé autrement. Donc forcément, lorsqu'on apprend la smicha, finalement on nous dit que, écoute, tu veux vraiment avoir ce diplôme, le diplôme t'a tellement œuvré,
que tu as tellement étudié, c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier qu'il faut voir aussi entre les lignes. Entre les lignes de la smicha, c'est aussi une façon de voir les choses. C'est une perception du monde. C'est des nouvelles lunettes qu'on doit se mettre sur les yeux et voir le monde avec les yeux de la Torah. C'est pas simplement avoir un cadre et le mettre sur le mur et ensuite on fait la fête. C'est sûr qu'il faut faire la fête tout le temps. Oui, mais malgré ça, il y a aussi la perception qu'on a du monde avec les yeux de la Torah. Donc en tout cas, pour nous dire qu'on a donc cette chance-là aujourd'hui de célébrer ça, et c'est évident que lorsque on est assis aujourd'hui pour recevoir cette smicha-là, c'est pas quelque chose seulement qu'on nous exige, mais c'est aussi une etinat koach, c'est aussi Akadosh Baruch Hu nous donne la force de le faire. Ça veut dire que vraiment de savoir voir le monde avec la perception de la Torah, même que dans l'ADN, même que on est un peu programmé entre guillemets, de voir le monde de telle manière naturelle et de voir en fonction des darkei hateva, des lois de la nature. Mais aujourd'hui on reçoit la force aussi, lorsqu'on reçoit la smicha, de pouvoir voir le monde avec les yeux de la Torah. Et ça c'est au-delà de tout, ça c'est ce qui est écrit entre les lignes de votre diplôme. Donc on va déjà féliciter donc tous les participants, un grand Yishar Koach, et on va maintenant appeler pour Dvar Malchut pour un vote du Rabbi Avraham Betzalel Gez Bavakasha, qui a évidemment aussi participé au programme, qui reçoit aussi sa smicha. On va déjà l'inviter pour faire un Dvar Torah. Avraham Betzalel. Alors déjà on va voir la signification de la smicha qu'on reçoit. Vous savez que de base, la smicha la smicha originale, elle vient de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que de base, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a, comme c'est écrit dans la Torah, justement, comme c'est écrit dans le Chumash aujourd'hui, c'est lui qui a. Comme c'est connu que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a donné la smicha à Yoshua. Et donc Yoshua a donné à ses Talmidim jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Tanaïm, que de génération en génération, les Rabbanim, donc comme c'est connu que la smicha, c'est quelque chose qui a été donné par Moshe Rabbeinu, et de génération en génération jusqu'au Tanaïm, les Rabbanim qui ont reçu la smicha ont été, voilà, on les a reçus depuis Moshe Rabbeinu. Et jusqu'à que dans le temps des Amoraïm, alors la smicha a été annulée, comme c'est écrit dans la Gemara. La smicha a été annulée au temps des Amoraïm. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est la signification profonde de la smicha dans la Chassidut. Alors, dans Torah, il explique que qu'est-ce que c'est justement recevoir la smicha. C'est recevoir, comme le Torah, il dit les mots, c'est le Morazaken. Lui, il dit les mots Yesod Abba. C'est quoi Yesod Abba? Ça veut dire qu'il reçoit un dévoilement de Chorma. Un dévoilement de Chorma, ça c'est en général. Plus particulièrement, ça veut dire. Non, ça c'est plus particulier. Plus généralement, ça veut dire le niveau de Hatzilut. Ça veut dire le niveau de Hatzilut par rapport à Brea et Tzerasia, par rapport à Olamot, il est infini. Et quand on reçoit la Tzmicha, alors on reçoit justement ce dévoilement qui est considéré infini par rapport aux créatures. Et ça c'est justement la smicha qu'on reçoit de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand il nommait un rave, et que ce rave-là nommait un autre, que Moshe Rabbeinu a nommé Yoshua, Yoshua a nommé les autres justement rabbanim que lui connaissait la halakha, etc. Donc il dévoilait cette lumière-là jusqu'au Tanaïm. Et c'est ça le dévoilement justement de Yesod Abba, de Chokhmah, de ce que c'est Hatzilut. C'est pour ça qu'on l'appelait Rabbi. C'est pour ça que chacun qui a eu la smicha, on l'appelait Rabbi. Pourquoi on l'appelait Rabbi? Parce que c'est le Yud. Le Yud, c'est justement ça. Avant on l'appelait Rav et après on l'appelait Rabbi. Pourquoi? Parce que le Yud, ça rajoute, c'est considéré Chokhmah. Et Chokhmah et Yud, c'est considéré Hatzilut. Parce que Yud, c'est quand c'est Yud Kevavke, donc c'est Yud, c'est Hatzilut. Et c'est Bria. Vav, c'est Limidot, etc. Après Asiya. Donc ça c'est ce qui est intéressant. C'est ce que l'explique le Torah. Maintenant, ce qui est intéressant, ce que le Rabbi dit, un moment que le Rabbi il ramène que le Rabbi a dit dans Tafshin Mem Dalet, dans Parashat, vous pouvez voir là-bas dans Parashat, c'était Aleph de premier jour de Tammuz, là-bas le Rabbi a fait un mamar. Le Rabbi il témoigne
que malgré que la smicha a été annulée parmi les Amoraïm, mais les Rebbeim Chabad ont oui reçu la smicha de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'en fait, cette transmission de dévoilement de Chokhmah, comme on a vu le Tzilut, de génération en génération, que de base est devenu pour Moshe Rabbeinu, qui de base a été annulé, leur avait dit que les Rebbeim Chabad ont oui reçu ce dévoilement. C'est comme ça le Rabbi dit, la fin des mots du Rabbi, à la fin du Mahamar, V'yiratson sheyare alem ruach marom, merabotenu nisiyenu shehem smuchim ish mipish ad Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que les Rebbeim ont vraiment reçu la smicha justement de génération en génération jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et ce qui peut vous intéresser, c'est que si déjà, alors l'Admorazaken il a donné à une seule personne la smicha. À une seule personne l'Admorazaken il a donné la smicha. C'est-à-dire que cette transmission de Moshe Rabbeinu, l'Admorazaken il a donné à une seule personne. Il s'appelait Rabbi Tzrak Isaac Vitebsk. Vous voyez que lui a donné la smicha à Rabbi Hirsch, le Hirsch Ber de Vitebsk, c'était le Rav de Vitebsk. Puis lui a donné la smicha à Rav Shneur Zalman Garelik, le Rav de Kfar Chabad, enfin l'ancien Rav de Kfar Chabad. Il fait une cinquantaine d'années, que lui a donné la smicha au Rav Yeruslavski. C'est-à-dire que tous les gens qui sont entourés par Yeruslavski, on peut dire que si par rapport au témoignage de Rabbi, qu'ils reçoivent justement depuis Moshe Rabbeinu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la smicha que vous allez recevoir, alors une des signatures, il y a un des rabbinim qui a reçu la smicha de Rabbi Yeruslavski. Donc on peut dire selon le témoignage de Rabbi que Baruch Hashem. À part ça, une petite smicha de Rabbi que le Rabbi parle de smicha. Le Rabbi dit que la smicha, c'est pas seulement c'est un ordre rabbinique, c'est aussi avoir le contrôle du monde. C'est vraiment le contrôle du monde. Ça veut dire qu'on peut décider, bien sûr, ce qui est assourd, ce qui est moutard, ce qui est assourd. On peut aussi décider, c'est-à-dire on a aussi le contrôle sur le monde. C'est-à-dire de ce que le psak-din qu'on va donner, on a entier contrôle sur le monde par rapport au psak-din qu'on va donner. Et ça, c'est justement la force de la smicha qui nous donne la possibilité qui nous donne la possibilité justement de gérer le monde. Et par rapport à un autre psak-din que par rapport à gérer le monde, par rapport à un autre psak-din. Et le Rabbi dit que pour ça, pour pouvoir gérer le monde, pour pouvoir contrôler le monde grâce à un autre psak-din, donc il faut aussi pas seulement être au-dessus du monde, mais aussi, c'est-à-dire, il ne faut pas être au-dessus du monde, mais justement avoir la yirat shamayim. Pourquoi la yirat shamayim? Parce que le fait de la yirat shamayim, c'est d'être avec le monde, mais au-dessus du monde en même temps. Ça veut dire pas être complètement séparé du monde, mais justement être dans le monde et en même temps être au-dessus. Ça veut dire être dans le monde, se connecter avec le monde, mais d'élever le monde. Et à travers ça, c'est comme ça qu'on peut être le balabay du monde. C'est-à-dire que c'est vrai que le Rabbi dit comme ça, il dit clairement, c'est vrai que vous avez la smicha, c'est vrai que vous connaissez, vous avez les connaissances, mais ça ne suffit pas. Et pour justement avoir ce contrôle du monde que Dieu donne à travers, que Akadosh Baruch Hu donne à travers la smicha, c'est justement grâce à l'Yirat Shamayim. Que quand on étudie Chassidut, le Rabbi dit comme ça, que quand on étudie Chassidut et que quand on est toujours kashour à celui qui a donné la Torah, nous donne la Torah, donc c'est à travers ça qu'on peut justement en même temps élever le monde et en même temps être au-dessus du monde. C'est ça que la force que la Torah nous donne, mais en même temps il ne faut pas oublier que notre la Torah, que toujours avoir en tête que faire selon les Shem Shamaim, bien sûr, et Bezrat Hashem, être à travers ça tous les Yanim. D'accord. Merci beaucoup Abraham Metzalel pour la sikha. Maintenant on va demander un témoignage du Rav David Ben Chetrit, le chayar de Noisy-le-Grand. Donc de donner un petit témoignage sur le parcours de la smicha, de son ressenti. On peut applaudir bien fort David Ben Chetrit, le docteur, qui s'est vraiment libéré, que ce soit pour l'étude et que ce soit pour venir nous voir. Loin d'imaginer que je fasse la smicha. Un souvenir, c'est vrai que j'étais au lit un jour, il y avait une transmission directe avec le Rabbi qui parlait, c'était au micro, j'étais au lit et on se réveillait la nuit, je me rappelle que ma sœur Atara aussi, on était ensemble et on écoutait le Rabbi. Et le Rabbi disait comme ça que chaque juif peut faire sa smicha. Et ça m'a toujours marqué. Bien que j'ai jamais eu le niveau de faire la smicha concrètement,
bien que j'ai une bonne tête, je pense, mais je ne me suis pas mis dans ce sujet-là. C'est le sroud de Rabbi Hillel qui a eu ce chesed incroyable, et vous verrez que c'est lié à une halakha que j'ai beaucoup aimée, c'est d'avoir chez le matirin. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti, le partage de Rabbi Hillel. Moi j'appelle Hillel parce que c'est mon neveu, bon, forcément, mais ils sont l'appellent Rabbi Hillel. De partager, d'être responsable de l'autre. Responsable de l'autre. Moi j'ai l'habitude, en tant que médecin urgentiste, je suis responsable lorsqu'on m'amène quelqu'un devant moi, je me sens responsable. Mais est-ce qu'une communauté entière est responsable de l'autre? C'est exactement le sujet d'Avar chez Eshlo Matirim. C'est un objet, par exemple un œuf qui tombe Yom Tov ou Shabbat, il va tomber dans un lot d'autres œufs. Les autres, eux, on ne peut pas le manger. On doit attendre. On doit attendre. L'œuf, alors l'allusion c'est quoi? L'œuf qui tombe Shabbat, c'est bien sûr que Rabbi Hillel me dit mes impressions. Donc je ne l'ai pas lu, mais je lui dis c'est l'impression que j'ai reçue en faisant cette smicha. L'œuf qui tombe Shabbat, en fait c'est un juif simple, comme nous tous en tous les cas moi, d'études de Chol. Et puis à un moment, je suis né un Shabbat. Ça veut dire j'ai un niveau de Shabbat à un moment, je suis né. Et puis je rentre dans une communauté. Eh bien il faut savoir que je ne suis pas annulé. Mais eux aussi, tous les gens dans lesquels je suis rentré, ils doivent m'attendre. Ils doivent m'attendre. C'est pas seulement qu'ils doivent m'attendre. En fait, tous les deux, on a un srout d'attendre l'autre, d'attendre. Moi, j'attends après que Shabbat ou Yom Tov sortent pour que je sois consommable. Mais les autres, ils doivent m'attendre aussi. Puisque je suis tombé en eux. Et donc, un juif qui tombe dans une communauté, eh bien, la communauté, elle est pas seulement Bedi Eved, c'est les Khatrila, c'est la providence divine qui a fait que la communauté entière doit l'attendre. Elle ne peut pas avancer tant qu'elle ne l'attend pas. C'est comme un Baal Tshuva, c'est la même chose, un Baal Tshuva ou un Rav qui vient dans une ville. Eh bien, on ne peut pas dire il n'y a rien, on doit attendre. Mashiach, il attend aussi, nous on l'attend. Cette responsabilité que chacun, on a l'un de l'autre. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans ce sujet de Davar chez Eshlo Matirim, c'est le Ran. Le Ran, c'est un homme extraordinaire, un tzaddik extraordinaire, parce que son sujet, c'est qu'il dit que min bimino, ça veut dire l'autre, le même que moi. Ça veut dire un objet qui vient dans un ensemble qui est le même que moi. En fait, c'est la communauté juive qui reçoit un juif, on va dire lui min bimino, et même à la limite, même s'il est soi-disant pas moutard, le Ran le considère qu'il est un moutard en puissance. Et c'est la même chose. Un Baal Tshuva qui vient dans une ville, eh bien la communauté entière le considère comme un moutard en puissance. Et il est moutard. Et c'est pour ça que ce sujet extraordinaire, c'est de dire que c'est sûr qu'on fait tomber un morceau de cochon ou de lapin dans une soupe. La plupart des halakhot, on l'apprend à les rendre autorisés. Parce qu'on cherche comment rendre que c'est possible. Est-ce qu'on peut ou pas le manger? On ne va pas interdire comme ça facilement. La halakha va montrer que ce qu'on dit à sourd, en fait, c'est ce qu'on attend de lui qui va devenir moutard. Et c'est un peu ce que Rabbi Hillel a fait de moi. C'est que concrètement, je n'étais pas dans la halakha. Eh bien, je suis cet œuf pont du Shabbat. Je viens dans une communauté, grâce à Dieu, avec mon neveu Hillel. Et puis, il m'a attendu. Et c'est vrai qu'il me téléphonait souvent, David, parce que moi je suis malheureusement, et heureusement, mais très occupé. J'ai pas le temps jamais pratiquement de rien faire. Et il m'encourage. Mais tu peux, vas-y, avance, ravi. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps matériel. Et lorsqu'une transmission vidéo était là, croyez-moi que, d'abord il parle vite, je lui demande de parler la prochaine fois un peu plus lentement, parce que c'est vrai qu'il parle d'un sujet à l'Etaz, et puis moi je ne connaissais pas Chartaz, c'est ce sujet-là. Bon. Et lui il y va. Moi, j'attends de refaire la vidéo, et je l'ai repassé des centaines de fois, les vidéos de Hillel. Mais c'est un plaisir, mais il faut les entendre, il faut les relire et les relire et les relire. Et c'est vrai qu'après, on a une mesure extraordinaire. Et c'est vrai que l'expérience que j'ai eue avec cette simicha, c'est que le Shulchan Aruch, je l'avais jamais lu entièrement. Je l'avais appris par cœur, le Kitsur, Shulchan Aruch. J'ai commencé Tchouva, je l'avais appris en un mois. Je l'ai appris, je vous promets, je commençais à faire je l'ai appris par cœur. J'ai appris le Kitsur, Shulchan Aruch par cœur en un mois. Je connaissais par cœur. Et quand j'ai fait Tchouva, j'étais étonnant parce que je faisais Tchouva et je connais mieux que la halakha que les rabbanim. C'était très bizarre.
mais c'était que le Kitsour. Par contre, le Shulchan Aruch que Hillel m'a demandé de lire, croyez-moi, je l'ai déchiré. Bassar Vechalav, vous le voyez chez moi, il est déchiré. Parce que je n'arrivais pas à prendre des notes en papier, c'est difficile d'écrire en hébreu, donc je prends carrément le Shulchan Aruch et je l'écris, et je fais des barres, comme je prends la médecine, je fais des barres de droite et gauche, je vous garantis, vous voyez pratiquement plus rien que du rouge, du bleu, des déchirures, et c'est un livre qui est historique concrètement, parce que c'est un livre que je gardais de ma vie. D'ailleurs, c'est vrai, ma choule, malheureusement, elle a brûlé. Et ce Shulchan Aruch là, c'est le seul tome qui n'a pas été dans le feu, que j'allais amener chez moi pour étudier, ben c'est celui qui a échappé, celui qui a été déchiré, travaillé, etc. Ce Shulchan Aruch, à vrai dire, c'est nous. Et tous les gens que j'ai connus en vidéo, que j'ai eu la chance de voir aujourd'hui, et que je vous bénis, je suis très heureux de vous voir en vivant actuellement ici, parce que de vous voir en vidéo, et vous ne ressemblez pas trop, mais quand même je vous ai reconnu très bien. Eh bien nous, on était une équipe incroyable, où on était tous en train d'attendre de l'autre. Lorsqu'il y avait une question, il y avait des questions des fois innocentes, c'est vrai qu'il y avait des questions un peu simples qui se posaient, c'est vrai, des gens qui posent des questions un peu simples, ou alors un peu bizarres, pas dans le sujet. Et il avait cette patience incroyable de remettre le sujet, redonner la partie à un point qu'on puisse le comprendre. Et c'est ce srout extraordinaire qu'on a nous ici avec Hillel, c'est que franchement, on n'est pas de son niveau, mais il s'est mis à notre niveau et il est resté aussi royal qu'il a toujours été, mais quand même, il a fait en sorte que nous tous, on a participé d'une amitié extraordinaire. Je pense que c'est une aventure sublime. Alors je reviens à la chose. Davar, chez Eshto Matirin, je vous dis, c'est quelque chose qui tombe Yom Tov, qu'on ne peut pas le manger. S'il tombe dans un ensemble, ben, tout le monde doit l'attendre. Et ben, c'est ce qu'il a fait en sorte, il a créé une équipe que nous on attend que chacun l'autre, ben, il a pris. Et c'est vrai que sa patience, ça fait qu'au bout de 2 ans, c'est vrai qu'on était parti, je crois, pour 3 ou 4 mois au départ, hein. On était parti pour 3 ou 4 mois, je pense. Mais finalement, la smicha avait 2 ans. C'est un srout qu'on n'a pas fait que 3 mois, parce qu'à la limite on serait peut-être débarrassé, puis après c'est fini. Mais là il nous a donné l'habitude, comme on apprend un enfant à marcher, apprend à parler, apprend, etc., à manger. Comme moi j'apprends à mes malades que de se comporter de cette manière, de prendre les traitements, et je les appelle au téléphone, des fois 2h du matin, 3h du matin, est-ce que tu as fait ce que tu as fait, parce que j'ai peur pour toi. Ce suivi comme une maman, ça il est direct, et on remercie, on le bénit pour tout ça. Donc je vous dis, mon expérience à moi, c'est que c'est vraiment vrai. J'ai travaillé la smicha, oui. J'ai travaillé, pas toujours, parce que mon neveu Hillel m'appelait souvent pour m'encourager, mais quand même, c'est vrai que je reconnais que j'ai travaillé, et c'est vrai qu'il y a des points, et c'est extraordinaire pour moi, je m'étonne de moi-même, de savoir la différence entre Rachi et le Rameau, la conférence le char, et ça, je sais pourquoi lui, il est Davar. Vraiment, j'arrive à des fois réfléchir tout seul, je réveille le matin, je vois les vidéos de Hillel, et j'invite tout le monde à le revoir, et revoir, et je pense qu'elles sont, ce sont des vidéos qui sont éternelles. Il faut les garder parce qu'elles sont très puissantes, vraiment très puissantes, parce qu'il s'est mis dans un Misrut Nefesh. Je vous dis, cette aventure que j'ai eue, que je gardais toute ma vie, c'était parmi les plus beaux souvenirs de ma vie. Bon, j'ai d'autres souvenirs particuliers, mais des sujets dans lesquels j'ai travaillé, je me suis travaillé, et que j'ai fait des rapports entre la halachot et les sujets de la vie de chaque jour, comme Davar chez Shmatirin, ça veut dire la responsabilité de chacun qu'on a l'un pour l'autre. Et bien, les communautés juives, c'est bien ça. Si on voit un juif venir à la porte, ça s'appelle le juif pont du Shabbat. C'est le pont du Shabbat. Il faut savoir que nous, on ne pourra pas sortir de notre Yom Tov tant qu'il n'est pas sorti lui aussi. Et son Yom Tov à lui, c'est mon Yom Tov. Et notre Yom Tov, il dépend de chacun de nous, c'est des enfants. Donc, vraiment. Alors, je voulais simplement aussi dire ça, que lorsqu'on passe le rabbi, on remercie le rabbi, et vous ne verrez jamais le rabbi dire seulement merci. Il dira oui, mais il faut continuer en plus, et continuer en plus. Ça ne suffit pas. Faites encore plus. Donc, il ne s'agit pas seulement de remercier Hillel. Il faut continuer à travailler. Je pense, moi, je vais continuer à travailler la chaz, c'est évident, j'ai envie de le faire. Ça me fait beaucoup de joie de le faire, parce que c'est une aventure qui est, en gros, éternelle, qui est l'aventure du peuple juif. Et je pense que le bonheur que j'ai eu, je le souhaite à chacun. Je pense que c'est un bonheur que quand le rabbi nous voyait, il attendait peut-être de ça à jamais. Maintenant, un bon souvenir pour Arvillal, j'étais une fois chez le rabbi, et Michael était là. Et à un moment, Hillel était là aussi. Et à un moment, il pleure. C'est un femme du rabbi. Le rabbi, j'entends Hillel pleurer dans les mains, et je vois Michael prendre le bébé. Et il prend le bébé. Il est très gêné, Michael, de prendre ce bébé. Et puis, j'entends, il crie. Et tu cries très fort, vraiment, le rabbi s'est arrêté au Farbringen.
Il a laissé Michael prendre ce Hillel jusqu'à ce qu'il sorte de la chaude, après il continue le Fabringen. Alors je veux te dire, la force du Rabbi, c'est qu'il attendait qu'un bébé soit calme, remis en calme. C'est nous en fait, ce Hillel c'est nous, c'est le destin du Ham Israël, on est tous ensemble et chacun responsable de l'autre et on ne doit pas seulement remercier, et le meilleur remerciement c'est l'action qu'on doit continuer, l'impulsion qu'il nous a donnée. Les Chaim Hillel, on te souhaite une longue vie de continuer dans ton travail. Merci beaucoup David Ben Chetrit pour la beau Dvar Torah. Je souhaite maintenant demander à notre cher ami Shmuel Gabay, aussi participant de la Gvoutza, de dire quelques mots. Faut applaudir bien fort. Kvod Arav, Kvod à tous. Je ne vais pas pouvoir faire un Dvar Torah aussi beau Dvar Torah que ce qu'on a eu juste avant. Mais je vais plus vous faire un témoignage de la Smicha, de tout ça. Comment ça a débuté, c'est qu'avec un ami qui a fait aussi la Smicha mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui, on a vu passer le message Smicha Basar Vechalav, étude Shulchan Aruch, et il m'envoie un message, allez, tu viens, on chauffe, on fait. J'étais pas encore marié à l'époque, et je lui ai dit, oui, allez, viens, on va faire, on chauffe. Et on décide directement de faire ensemble Smicha. On se connecte, première fois on se connecte, et on assiste à un cours Baruch Hashem magnifique, sur Patakoum, sur ce magnifique Siman, et on dit allez c'est bon, on va chauffer, on va faire jusqu'au bout. Et on commence à faire, on étudie Baruch Hashem tous les dimanches soirs, c'est notre rendez-vous, on étudie, la semaine on s'appelle pour faire révision et tout. Et grâce à Dieu, avec le temps, l'année qui a suivi Baruch Hashem, je me suis marié, et j'ai découvert la difficulté de mêler études et mariage et tout ça en même temps. Et j'envoie un message oral, je fais grave. Bon, Hachem, en ce moment, c'est un peu compliqué pour que je me connecte le soir. Je vais essayer de tout faire pour me connecter, mais voilà, je vais essayer de réviser, d'apprendre au maximum. Ça va être un peu compliqué. Je fais t'inquiète pas. Il m'envoie un message qui m'a été renvoyé cette semaine. C'était 22 mai 2022. Et il m'envoie t'inquiète pas, Shmuel, je vais pas te lâcher, tu vas la finir cette smicha jusqu'au bout. On venait de faire la première semaine, j'avais révisé, je me rappelle, on était en Chidour à ce moment-là. Je révisais et tout. Pour j'avais pu valider la première partie. Et il me dit, t'inquiète pas, moi je vais pas te lâcher. Et de semaine en semaine, c'est compliqué, bon, Hachem, j'essaie de me connecter, d'étudier, c'est tout. Bon, il y a des moments où j'arrive, des moments où j'arrive moins. Et le Rav, tous les mois, ou peut-être tous les 2 mois, il me renvoie un message, Shmuel, allez, révise. Je fais, ok Rav, je révise, je apprenais, je faisais tout. Et là, il y a 2 mois, il fait, hey, Shmuel, allez, on va finir les smicha, on va signer tout ça, vas-y, connecte-toi, révise. Et pour pas me mettre assez de stress, assez de peine pour le faire, il me remonte le message qu'il m'a envoyé il y a 2 ans. Donc, c'est-à-dire le Rav, il a quand même pris le temps de regarder la conversation, de retrouver le message qu'il m'a envoyé, et il me renvoie, je t'ai dit que je vais pas te lâcher, je vais pas te lâcher. Bon, j'aime ce qui m'a donné la force dans ces derniers moments de reprendre tous les shiurim. Sur Taruvot, il y en avait, je pense, 17. Donc 17 fois 2 heures, ça fait 34 heures de cours. À tout réviser, tout revoir, pour enfin passer ce dernier Nifran. Et grâce à Dieu, avec toute cette expérience-là, j'ai pas simplement trouvé un Rav d'Alacha qui nous enseignait magnifiquement bien tout ce sujet-là de la Smicha. J'ai aussi pu avoir le plaisir de lui poser des questions au début du mariage. Et Baruch Hashem, il m'a donné des fabuleux conseils. Et grâce à Dieu, j'ai pu connaître, et je connais maintenant un Rav à qui je peux poser des questions à tout moment, qui me répète, même si je suis à minuit ou 1h du matin en France, je lui envoie une note vocale, je me dis, bon, il va me répondre demain matin. Je sais que je vais avoir la réponse dans les 5-6 minutes qui viennent, parce que Baruch Hashem, il est là, il est la communauté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il attend chacun, et il fait en sorte que chacun puisse vivre Torah Misa tranquillement. Merci beaucoup, Rav. Bon, Jessie Bruchim aussi Rav Tayeb qui nous a fait l'honneur de se joindre à nous vraiment pour le Mahamad, pour honorer les élèves qui ont étudié pour l'honneur de la Torah. Bon, évidemment, on va bientôt lui laisser la parole. Juste, j'aimerais demander à Michael Atab, qui est avec nous, parmi nous aussi, de dire quelques mots, ce ressenti, un petit témoignage concernant la Smicha. Bon, c'est aussi le moment de remercier Michael Atab et Mendel Sultan qui ils ont énormément aidé pour donc organiser. Donc on peut les applaudir bien fort. Michael, Vakassa. Bonsoir à tous, ça vous dérange pas, je vais faire comme le bar mitzvah, j'ai mes feuilles avec moi. C'est plus facile. Alors on m'a demandé de témoigner ce soir pour la session de la Smicha sur laquelle on a tous travaillé pendant plus de 2 ans. Alors tout d'abord, je voudrais remercier le Rav Gez
pour son dévouement, son implication dans ce projet. Je ne sais pas si on m'entend au fond, vous m'entendez? Ouais. Il nous a donné sans compter de son temps personnel, de manière désintéressée, et j'imagine l'effort de préparation avec tous les cours hebdomadaires qu'il a préparés avec les diapositives, les vidéos. C'est des heures de travail qu'il a dû prendre au détriment de sa famille et de ses occupations quotidiennes. Donc vraiment, il nous a transmis avec beaucoup de patience et d'amour ce cadeau formidable. Et personnellement, je me sens vraiment chanceux de l'avoir reçu et d'avoir eu cette opportunité de le faire. Donc merci beaucoup, Rav. Mon parcours, peut-être, il est un peu simple. Je suis issu d'une famille juive traditionnaliste. Je suis père de 3 enfants. Je n'ai pas fait d'yeshiva, je n'ai pas fait d'études de Kodesh, à part les quelques heures qui étaient dispensées à l'époque au lycée ou au collège. Je n'ai pas vraiment de bagage ou de connaissances particulières. Je n'ai pas de barbe, je n'ai pas de chapeau. Et surtout, je ne maîtrise pas du tout l'hébreu. Donc ça a été vraiment un handicap pour moi de démarrer la smicha. Ah, c'est gentil, merci. La première fois que j'ai entendu parler de la smicha, c'était en 2018 à l'époque. C'était Ariedzvi Niselevich de Schneor qui m'avait parlé de ça. Il m'avait dit, écoute, on ouvre un nouveau programme, les Man in Medou, à Schneor, à l'école Schneor. Je pense que tu as vraiment le profil pour participer. Est-ce que tu veux venir à l'école Schneor? On ouvre une session. Et la vérité, à ce moment-là, moi, je ne me sentais pas du tout concerné. Entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, tout s'est arrêté. Et à un moment donné, pendant le confinement, je crois que c'était pendant le confinement d'ailleurs, le Rav a lancé les inscriptions de son programme. C'était non plus en présentiel, mais à la maison, en Zoom. Et dans la même semaine, j'ai visionné une vidéo du Rabbi. Et le Rabbi, il parlait de l'importance justement que chacun devait passer cette smicha. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de m'inscrire. Et avec la ferme décision en tout cas d'aller jusqu'au bout. On était, je pense, à peu près une centaine au départ lorsqu'on a démarré la smicha. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir, la vérité, ça a été très difficile pour moi. Mais au Hashem, on est arrivé jusqu'au bout avec tous les amis qui sont là présents. Et ça fait bizarre de vous voir en tout cas, parce que je vous vois que par travers d'un écran. Et maintenant, je commence à découvrir des gens. Et même des gens que je ne connais pas sans le casque. C'est incroyable, je ne connais même pas leur tête sans le casque. Vous savez, lorsque les Bnei Israël, lorsqu'ils recevaient la manne dans le désert, en fonction de la proximité où la manne arrivait chez eux, ils étaient plus ou moins méritants. Plus ils étaient méritants, plus la manne arrivait proche. Moi, je peux vous dire que j'ai été la chercher vraiment très loin. J'ai marché beaucoup pour aller chercher le fameux sésame aujourd'hui qu'on est venu chercher. La vérité, j'ai rien à voir. Enfin, pour moi, au départ, j'avais vraiment rien à voir dans ce programme-là. Je suis chef d'entreprise, je suis chef de famille. J'ai vraiment pas de connaissances et je me suis jeté dans un projet pareil. Et je vous certifie vraiment que ce n'était pas gagné au départ. Mais avec beaucoup d'entêtement, de persévérance et aussi beaucoup d'encouragement de la part du Rav. Comme il a dit Shmuel tout à l'heure, la vérité, le Rav, il ne nous a pas lâchés. Je pense qu'individuellement, si tout le monde pouvait témoigner, je pense qu'il a dû appeler probablement tout le monde pour essayer de nous encourager. Au bout de 2 ans, je crois un peu plus de 2 ans et demi, on a réussi à terminer le programme. Et c'est aussi peut-être l'effet de groupe. Certains se sont réunis pour avoir des chavrutot, on a réussi à communiquer. Moi, j'avais des amis en Eretz Israël, au Hachem. Il n'est pas là, Youssef Abitbol, mais je l'embrasse très fort parce qu'on s'est beaucoup motivés mutuellement. En fait, dans le contexte, comment ça s'est passé? On avait un cours magistral le dimanche soir, à partir de 20h. De 20h à 22h, il y avait un cours sur Zoom. On devait tous être présents, on devait se connecter. Le Rav insistait en plus pour que les caméras soient ouvertes. Probablement pour qu'il voie au moins des participants et pas juste des machines devant lui, c'était compliqué. Et il fallait trouver un endroit à la maison, c'était vraiment pas facile, au milieu des enfants, pour s'isoler. Le dimanche soir, c'était vraiment pas évident. D'ailleurs, je remercie mon fils Avram qui était à l'entrée là, parce qu'il m'a souvent prêté sa chambre pour pouvoir profiter du chiour. Et il y a eu des moments vraiment où, même des fois, j'avais même pas le temps de dîner. Des fois, j'éteignais ma caméra, je mangeais pendant le chiour, j'écoutais en même temps, et on éteignait la caméra. Je sais pas si vous aussi, vous aviez vu la même chose. Ouais, je vois les têtes qui font comme ça. On a tous eu la même chose. Il y avait même des moments où, au bout de 2 heures, c'était pratiquement la fin du chiour, et puis le Rav, il attaque un char ou un tas qui faisait 2 pages. Je n'en pouvais plus, c'est très difficile. Vous vous souvenez de ça aussi? C'était vraiment difficile, et des fois le Rav, on a eu des grands moments de solitude, parce que des fois le Rav, il passait 20 minutes à nous expliquer un truc très compliqué, et puis d'un coup il interrogeait au hasard, il disait « Bon messieurs, je vais vous interroger », et on avait perdu le fil depuis presque 1 heure déjà. C'était vraiment compliqué. On a eu l'occasion d'avoir aussi des intervenants, c'était génial, pour nous exprimer la halakha, les maasé, comment ça se passait dans les usines de fabrication, comment ça se passait dans les abattoirs, la fabrication du fromage. C'était vraiment incroyable d'entendre des témoignages comme ça. Au final, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que moi j'ai découvert un héritage vraiment millénaire, des trésors que notre tradition elle nous donne depuis
depuis très longtemps. J'ai vu en tout cas la précision qu'il y a dans chaque halakha et les règles que nos sages nous ont instituées pour ne pas enfreindre un commandement de la Torah. J'ai vu comment les chachamim sont entrés dans tous les détails du quotidien, sont entrés dans les cuisines, dans les placards, dans les matériaux, dans les kélim, pour adapter la vie juive au commandement de la Torah. J'ai vraiment pris goût à cette connaissance et à cette étude qui me donne une perception et une vision différente de la vie juive. Les choses prennent du sens maintenant tout d'un coup pour moi. Je vois vraiment la Torah différemment, je vois les mitzvot différemment et je les vis différemment en tout cas. Aujourd'hui, j'arrive à voir en tout cas où il y a un problème, j'arrive à répondre à des questions de mes enfants, j'arrive à analyser une situation de cache-route et trouver la solution et surtout je suis beaucoup plus souple avec ma femme et mes enfants à la maison, ça c'est vraiment agréable pour eux. Mais oui, vous savez quand on fait tchouva, on ne connaît pas grand-chose, en général on a tendance à verrouiller tout ce qui se passe, tout est interdit par défaut en général. Et après, on commence à ouvrir au fur et à mesure quelques cadenas parce qu'on commence à apprendre les choses. Et au fur et à mesure, on ouvre en disant, bon, voilà, là, on peut y aller, ok, on peut ouvrir. Vous savez, au départ, je me souviens d'une histoire. À l'époque, j'étais à Montagne en vacances et j'avais rencontré le Rav Zerbib du collège de hier. Et je puis parler d'un sujet de Bassar Vechalad. Et puis après, à un moment donné, il a témoigné en disant que souvent, il avait des gens qui l'appelaient au téléphone pour lui poser des questions de toutes sortes. Et puis un jour, il y a une dame qui l'appelle et affolée en disant, écoutez, Rav, j'ai un problème. J'ai le chat, il est monté sur le rebord du plan de travail, il a marché sur le lait, il a renversé le lait, ensuite il a marché, ensuite il a été du côté Bassari, il a marché sur quelque chose de Bassari, et alors le Rav dit, ok, qu'est-ce que vous voulez et sur quoi vous voulez que je vous réponde? Vous voulez savoir si la casserole est cachée, si le plan de travail? Non, je veux savoir est-ce que le chat il est Bassari ou est-ce qu'il est Khalavi? C'est à peu près moi à l'époque, c'est à peu près comme ça que j'étais moi à l'époque. En tout cas, quand on apprend les halachot, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple que notre ignorance avant. Nous, on était bloqués vraiment, enfin en tout cas personnellement, moi j'étais vraiment bloqué et grâce en connaissant la halakha aujourd'hui, ça me permet de voir autre chose. Je me sens, ce qu'on peut dire, je me sens un peu décomplexé, je me sens décontracté aujourd'hui parce que je sais comment me comporter vis-à-vis de la Torah, et je sais comment me comporter vis-à-vis de toutes les mitzvot. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai pris la décision, Bezrat Hashem, de commencer Shabbat, halakha le maaseh, à partir de septembre. Et je vous invite à me rejoindre pour commencer la nouvelle session à partir de septembre, qui va se débarrer, je ne sais pas quand, mais je vous dirai. Merci à tous, passez une bonne soirée. Chazak Rav. Merci beaucoup à Michael Atab, Shakor pour les mots, pour l'histoire, magnifique. C'est vrai que des fois, comme tu dis, je demandais aux élèves de se mettre en vidéo. Alors déjà un petit conseil les amis, la prochaine fois que quand vous êtes en cours, sur Zoom on peut mettre mute, vous savez, on peut éteindre. Parce que souvent on allumait et d'un coup on entend la femme et le mari qui se disputent et qui crient. Et tout le monde dit, moi je suis là, pourquoi faire comme on donne à Fadir à l'Archouma, et ils se disputent, moi j'essaie vite d'écrire le micro pour pas qu'on attrape l'histoire. Et là. Alors déjà, quand vous êtes sur Zoom, mettez mute, c'est ça, un petit conseil d'amis. Et bon, des fois aussi, j'ai demandé d'allumer les vidéos forcément tout le temps parce que, comme tu dis, Michael, là, des fois, on se sent un peu seul quand tu es devant parler à une machine. Mais des fois aussi, je testais. Oui, je te rappelle, je demandais à une personne, je prenais un nom, qui n'avait pas allumé la vidéo. Il y a quelqu'un en 2 mots, je n'ai pas allumé la vidéo. Une fois, en fait, il était parti, il s'est endormi ou quoi. Et ça n'arrivait pas une fois et pas 2 fois. Oui, je vois qu'il n'y a personne derrière le nom. Mais bon, en tout cas, on a passé des merveilleux moments où, comme tu dis, Michael, tu m'as rappelé que des fois, on rentrait dans les chars ou les tasses et tu vois pendant 20 minutes, tout le monde est comme ça. Et tu dis, c'est trop monotone. Ou bien ils sont pas endormis parce que tu vois, les yeux sont ouverts. Et tu dis, mais il y a un alors au début, tu dis, bon, c'était trop, personne ne réagit. Alors tu donnes une petite question comme ça pour voir un peu, tu vois que. Ou bien il y a une question, il n'y a pas de question. Donc personne n'a rien compris. Je regarde quelqu'un qui pose une question, on a toujours quelque chose qu'on n'a pas compris. Mais si tout le monde a compris, c'est que personne n'a rien compris. Bon, en tout cas, vraiment, c'était vraiment un plaisir, forcément. Et Baruch Hashem, comme on a dit, on va inviter le Rav Tayeb, qui est donc le Rav Bedin et le chaliard de la communauté de Vincennes-Saint-Mandé, qui nous a fait vraiment l'honneur de venir, malgré son emploi du temps très chargé, de nous dire quelques mots pour le Mahamad. Pour moi, d'abord, d'honorer le Rav Gez, et on peut dire Bemet Harav Gaon. Parce que Baruch Hashem, la communauté de Romainville a Bemet le mérite d'avoir un Rav, Bemet Harav Gaon, quelqu'un qui s'investit dans l'étude, qui comprend, qui sait transmettre, qui aime transmettre et qui réussit dans sa transmission. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a plus beau d'honorer des rabbanim, venir honorer
Et tout le monde se rappelle ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que malgré qu'il y a une notion qu'un Rav c'est quelque chose de chashuv, mais dit le Talmud, et comme ça c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, au chapitre 250, que des lois de Shabbat, puisqu'on parle de Shabbat, que le kavod des Rabbanim, c'était de préparer Shabbat. Et leur kavod, c'était d'honorer Shabbat. Quel plus grand kavod pour un Rav d'honorer des Rabbanim, Baruch Hashem. Alors, mettre le kavod, l'honneur est pour moi, le plaisir. Et lorsque je vois un tel travail, les gens ne se sentent pas tellement grands, mais avec ça, on se sent encore beaucoup plus petit qu'on peut s'imaginer. Je voudrais juste dire un tout petit mot pour honorer la soirée. Tout le monde se rappelle ce qui est écrit dans les Pirkei Avot, dans la deuxième Mishnah des Pirkei Avot et la 18e Mishnah des Pirkei Avot. Et un de nos sages, un de nos maîtres, Rabbeinu Yonah, qui était un des Rishonim, il dit qu'a priori ces deux Mishnayot se contredisent. D'un côté, nous dit la Mishnah, Rabbi Shimon HaTzadik Haya Omer, Haolam Omed, le monde tient sur trois éléments. Torah, Avoda, ou Gemilut Chasadim, la Torah, les sacrifices du au Bet Hamikdash, et Gemilut Chasadim, faire du bien. Ça, c'est la deuxième Mishnah. La 18e Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, dit la Mishnah, le Haolam Kayam, le monde tient, existe sur trois choses, à la din, à la emet et à la shalom. Et demande Rabbeinu Yonah, alors, sur quoi tient le monde? Sur le din, sur la vérité, sur le shalom, ou sur la Torah, l'avoda, le Bet Hamikdash, ou Gemilut Chasadim? Et bien, comme ça sera rapporté dans le tour, Rosh Mishpat, Siman Aleph, il dit qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la raison de la création du monde. Pour quelle raison HaKadosh Baruch Hu il a créé le monde? Pour la Torah. Pour quelle raison HaKadosh Baruch Hu il a créé le monde? Pour le Bet Hamikdash. Pour quelle raison HaKadosh Baruch Hu il a créé le monde? Pour Gemilut Chasadim. Mais si on veut que le monde puisse tenir Kayam, pas Omed, Kayam pour que le monde puisse tenir, là on a besoin du din. Et là, dit le Rosh Mishpat, pourquoi c'est important qu'il y ait le din dans le monde? Parce que sans le din, les Rechaïm, chacun il fait ce qu'il veut. Et c'est pour cela qu'il y a une importance vitale qu'il y ait des Dayanim qui sont là pour la Tzil Ashuk Mideoshko, comme dit le Rambam, pour permettre un équilibre planétaire. Alors évidemment, lorsqu'on parle de din, on parle de Rosh Mishpat. Ça, c'est d'une manière méga. Mais il existe en macro, il existe aussi en micro. Tout le monde se rappelle pourquoi on n'a pas le droit de mélanger Bassar et Chalav. Alors une des raisons, malgré que c'est un chok, mais c'est parce que chaque chose sur Terre a sa place. Et chaque chose sur Terre a une véritable dimension. Comment on connaît la place de chaque chose sur Terre? Istakel Boraita. On doit regarder dans la Torah. Donc le Bassar, il a une véritable place. Le Chalav, il a une véritable place. Les Taruvot, l'interdiction de mélanger, ont une véritable place. La Melicha, chaque chose, il a sa place. Comment une personne est capable de donner la place à quelque chose, il est obligé de passer par l'étude de la Torah. Et ce din-là n'existe pas simplement dans Rosh Mishpat, mais il existe aussi dans une maison. Et chacun ici, homme, femme, a un devoir d'apprendre. Car si on ne connaît pas ce que la Torah nous définit sur chaque chose, on va empiéter sur l'existence d'une autre chose. Et dès qu'on va empiéter sur l'existence d'une autre chose, on va créer un déséquilibre planétaire. Alors les gens disent quel déséquilibre planétaire? C'est si petit ce que je fais. Tout le monde sait ce qu'on appelle l'effet papillon. Il existe une petite chose, un papillon bas, un battement d'aile. Dit la Chassidoute, tout ça c'est Nogia jusqu'à Marshava Gduma De'ak. Chaque chose qui existe sur Terre, la plus petite chose, a un effet dans le processus divin. Donc lorsqu'on parle de quelque chose qui est acceptable, il peut être à droite, il peut être à gauche, et des fois c'est mieux qu'il soit à droite, cela a un effet. Mais si la Torah définit que ça c'est considéré comme assour, c'est interdit, alors imaginez-vous la gravité de ce que nous créons sur Terre. C'est pour cela qu'à un certain niveau, le Rabbi a insisté que dans chaque maison, chaque homme ait sa smicha. Même s'il ne sera peut-être pas Rav, Moré Ora'a, comme le Rav Gez, qui pourra donner la lacha pour les autres, mais au moins, comme on a si bien entendu tout à l'heure, au moins je sais qu'il y a une question. Il y a quelque chose sur quoi se questionner, se poser la question, est-ce que je suis dans la bonne direction, est-ce que je suis dans la mauvaise direction? Et c'est pour cela que Be'emet,
il y a un riouf de l'Imoud Torah, comme c'est rapporté dans Bessiman Memzaïn, en chapitre 47 du Shulchan Aruch, que les femmes aussi ont un devoir d'étudier. Parce que vous aussi, les dames, avez votre chose qui vous concerne, chaque chose qui vous concerne, les hommes qui concernent. Alors que Dieu fasse, que chacun d'entre nous, Bezrat Hashem, on va tous s'engager à pas simplement étudier, mais tout le monde se rappelle ce qui rapportait Bessiman Kuf Nun He. Après la Tfila, on a un devoir d'étudier la Torah. Et pas simplement d'étudier la Torah, être kovea itim la Torah, de fixer des temps pour l'étude. Mais la halakha préconise que si un homme, son temps est limité dans l'étude, il doit étudier halakha le maaseh. Il doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Amaaseh asher ya'asun. Comme ça, c'est rapporté aussi, Betav Chavtet, Bilchot Pesach, Besiman Aleph. Lorsque une personne va étudier, on doit se préparer à une fête, on va faire des pilpoulim à droite et à gauche, mais on ne sait pas, est-ce qu'il faut manger un kazaït, deux kazaït, à quel moment il faut les manger, on ne sait pas comment on fait les choses. C'est pour cela que on n'est pas simplement venu accompagner et se réjouir dans la simcha, dans la joie de ces nouveaux rabbanim, de recevoir leur smicha, mais pour que chacun d'entre nous s'engage. Chacun d'entre nous ici, hommes, femmes et enfants, s'engager dans l'étude de la Torah, de fixer tous les jours un temps particulier dans l'étude de la halakha. Et tout le monde se rappelle ce que la chassidoute dit. Halakha, c'est un du mot halicha, la seule et unique manière de pouvoir progresser et d'avancer, ne pas être considéré comme un omed, comme quelqu'un qui stagne dans son niveau, mais d'être capable d'avancer, la seule et unique manière, c'est d'étudier la halakha. Maintenant, cette halakha, évidemment, accompagnée avec une irat shamayim, qui a besoin d'une chassidoute, etc., mais on a besoin d'étudier halakha. Et pas simplement halakha, mais, comme dit la Gemara de Maseret Torayot, halakha le maaseh. Halakha, comment on doit faire dans notre comportement de tous les jours. On veut être mechabed et un Shabbat. Tout le monde sait qu'on allume les bougies de Shabbat et combien le Rabbi était makpid qu'on allume les bougies de Shabbat. Et avec cet allumage des bougies de Shabbat, le Rabbi nous dit qu'en allumant les bougies de Shabbat, alors on apporte la Géoula. Mais si, Chas Shalom, pendant ce même Shabbat, on va transgresser des halachot parce qu'on ne sait pas l'interdiction de Bishul, on ne connaît pas l'interdiction de Borer, on ne connaît pas l'interdiction de Tochen, on ne connaît pas l'interdiction de Kosher, etc. Alors dans le même Shabbat, on a pu faire le contraire du Nachat HaKadosh Baruch Hu. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous, et moi le premier, ce que je vous dis, je parle à voix haute, ce que je m'adresse à moi-même. Alors que Bezrat Hashem, que Dieu fasse, que de cette smicha, on passe à Shabbat, Bezrat Hashem, après on passe à Even Hezer, après on passe à Choshen Mishpat, ou même si ça soit dans le désordre, qu'Akadosh Baruch Hu donne une atzlacha, yarichut yamim, veyarich yamim amamlachto, au Rav Gez, qui puisse encore continuer, et encore des talmidim, et surtout que la première Mishnah des Pirkei Avot, une des choses que nous dit nos sages, amidou talmidim harbe, amidou, le rendre autonome, et même et généralement lorsqu'on veut rendre un talmid autonome, alors on travaille sur la qualité avec peu de talmidim, mais dit la Mishnah non, hamidou, un travail de qualité, aval talmidim harbe, il faut aussi qu'il y ait la quantité. Alors Bezrat Hashem, que la prochaine session, ça sera, on commencera avec 200 et on restera avec 200. Amen, Keni Ratson. Merci beaucoup Rav Tayev. באמת, הקדוש ברוך הוא lui donne aussi beaucoup d'Hatzlacha et Chutaim Shanim Tovot avec sa hashpa, Bezrat Hashem qui pourra se répandre dans le monde entier et toujours avec beaucoup de nachat de tous ses enfants, ses petits-enfants, tous les Yotzei Chalatzav et aussi les enfants Begashmiut et Beruchaniut. Elu HaTalmidim, Bezrat Hashem. Ça va venir en anglais, Shakor. Maintenant, on va inviter notre cher ami qui vient spécialement de Bruxelles, Belazar Biton, qui est Rav de Sha'ar Etzion à Bruxelles, qui fait partie aussi du groupe de Smicha, pour nous dire quelques mots, Bevakasha. On va applaudir bien fort, il a fait un long chemin. Bonsoir à tous, Birshut Rabani, Potrim Birchvod Arsania, Baruch Hashem, Rav Gez, Birshut Avimori, mon père, Birshut, Rav Yosef, Taïeb. Je ne vais pas trop être marrir parce que BMT, on est focalisé sur tous, j'imagine, ce moment où on va recevoir cette smicha. On sait que l'Akbar Omer, c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été nismach. Il y en a qui disent c'est le jour de l'Aïloula, il y en a qui disent c'est le jour où il a reçu la smicha. En tout cas, c'est un moment extraordinaire. Je voudrais
en quelques mots, comme hier c'était l'Aïloua du roi Haïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, qui était, comme on dit, Gdolem Koubalim, les Admourim, ils ont dit sur Rabbi Haïm Ben Attar qu'il était le Nitzos de Yaakov Avinu, comme c'est marqué Yaakov Avinu Lomet. Il n'est pas mort. Comme Mazaro Bahayim, Mahu Bahayim, Afzaro Bahayim, Mazaro Bahayim, Afu Bahayim. Comme c'est le nom de Rabbi Haïm Ben Attar, la Gadlout de l'Imoud Torah. La grandeur de l'étude de la Torah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait comme Rochem dans la personne? Et qu'est-ce que ça fait de Nahat à Kadosh Baruch Hu? Il y a un Rahaim qui est très connu, que c'est marqué que au moment où les Bnei Israël ils sont passés la mer elle s'est ouverte. C'est marqué Vayashov Hamaim Bifnot Boker les Etano. Il est revenu les Etano. Etano Pirouch Apchat, ça veut dire l'Etano à sa force initiale. Les Etano. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est ouvert, il y a eu ce Mahamad extraordinaire, la mer elle s'est refermée. Mais il ramène, Rabbi Haïm Ben Attar, il ramène le Midrash Rabbah qui dit que les Tnao Harishon, les Etano, ça veut dire c'est les Tnao Harishon. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un Tnaï avec la Bria, avec toute la création du monde dans son entièreté, il a fait une condition. Et cette condition, c'était justement que la mer s'ouvre à cet instant-là. Et c'est ce qu'on dit une fois que Viyashov Hamaim Lifnot Boker Letano, elle est revenue à sa force initiale, que la mer elle s'est refermée parce que le Tnaï a été accompli. Il dit Rabbi Haïm Ben Attar, il demande la question. Il dit, c'est une fois que la mer s'est fermée qu'on dit elle est revenue au Tnaï Harishon. Ce serait plus logique de dire que le Tnaï était que la mer s'ouvre. Il ramène plusieurs réponses à ça. Première réponse, on aurait pu dire que la mer, c'était quelque chose d'anodin qui s'est passé, comme si c'était la nature qui a continué son processus. Il dit non, les Tnao Harishon, ça veut dire qu'une fois que la mer elle s'est refermée, eh bien c'est là où le Tnaï de Akadosh Baruch Hu, il a été Kayam. Mais il continue Rabbi Haïm Ben Attar et il dit, et c'est là où on arrive à la gadlout de l'étude de la Torah, qu'est-ce que c'est? On voit dans l'histoire que la mer elle s'est ouverte plusieurs fois. Les Marassé, la mer elle s'est ouverte plusieurs fois. Il y a eu Yaakov Avinu qui est passé, qui est retourné chercher, comme on dit, des petits kankanim, des petites cruches. Pahim Ketanim. Il est parti chercher des petites cruches. Alors lorsqu'il est retourné pour chercher des petites cruches, la mer s'est ouverte. Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer. Et Yoshua, lorsqu'il a fait passer tout le Ham Israël pour entrer en Eretz Israël, il a dit au Yarden, stop. Et la mer, le Yarden s'est ouvert. La Gemara nous raconte que Rabbi Pinhas Ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinhas Ben Yair, qui était un Tana Eloki extraordinaire, lui, il a ouvert la mer 3 fois. Lui-même, il a dit à la mer, dis-moi, tu dois t'ouvrir maintenant, je dois faire Pidjan Shvuyim, j'ai une mitzvah à faire. Il a dit, non, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je dois continuer. Il dit, si tu t'ouvres pas, tu vas t'assécher. Elle s'est ouverte. Il est passé. La mer s'est refermée. Il dit, ah, mais il y avait un goy qui l'avait accompagné. Il a dit, tu dois t'ouvrir, il y a quelqu'un qui m'accompagne. La mer, elle s'est rouverte. Alors il dit Rabbi Haïm Ben Attar, il demande la question, comment ça se fait qu'on en a fait toute une histoire de l'ouverture de la mer? Finalement, la mer, elle s'est ouverte. Qu'est-ce que c'est maintenant que là, on dit qu'il a donné sa main droite à Moshe Rabbeinu? Il a dit, attends, t'inquiète pas, que la mer, elle lui a dit, moi, je t'ai créé le 3e jour. Toi, tu as été créé le 6e jour, je suis avant toi. Qui c'est qui doit donner des ordres ici? Qui c'est qui va donner des ordres ici? Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, prends ta main droite, n'aie pas peur. Il dit Rabbi Haïm Ben Attar, il dit la grandeur de l'étude de la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avant Matan Torah, on n'était pas Begeder Ben Torah. Lorsqu'on n'est pas Begeder Ben Torah, eh bien, la création du monde, elle nous domine. C'est elle qui décide des lois de la nature et nous, on est sujet à la nature. Mais une fois qu'on est attaché à l'étude de la Torah, on est au-dessus de la création du monde. Et ça, c'est un peu la notion de Rav. Qu'est-ce que c'est un Rav? C'est trancher la halakha. Laquelle Gomer Alay. Comme la Gemara nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait tranché la halakha qu'une femme qui après 3 ans,
Normalement, pendant les 3 ans de sa vie, Betulea Hozrim. Mais une fois que 3 ans sont passés, En Betulea Hozrim, elle peut être Mukat Et, elle peut être, peut garder ses Betulim, ou bien, en tout cas, En Betulea Hozrim après 3 ans. Maintenant, on a fait le Ibour Chodesh, ou bien que on n'a pas encore tranché que c'est Rosh Chodesh, que ça va être la nouvelle année pour elle. Est-ce que maintenant Betulea Hozrim, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, oui Betulea Hozrim. Pourquoi? Laquelle Gomer Alay Hashem, il tranche que ici-bas, le Rav, il donne la halakha. Et lorsqu'on est Bémet à Bruxelles, comme il a dit Rav Gez, et Baruch Hashem, comme la Gemara elle dit, Amar Abaye, Dafkouf Yudhet Amoudbet tout en bas, Amar Abaye, Titili le me'abad hayu yomatova, les tsurba merabanan de salik maserta. Il dit Abaye, c'est à moi que me revient le devoir de faire un grand yom tov, une bonne seuda, lorsque j'ai un élève, un tsurba merabanan qui a fini le maserhet. Je suis maintenant hayav, moi, de faire un jour de yom tov, un jour de grande simha, de grande joie, à cet élève tsurba merabanan, c'est-à-dire un élève qui vient d'arriver, qui commence à étudier, qui a fini le maserhet. Ça peut être une maserhet tamid, comme ça peut être ta'anit, ça peut être megillah, ça peut être une petite maserhet. Je fais un yom tov. Et Rashi précise pourquoi Abaye il a dit ça. Il dit Rashi, Rosh Yeshiva Haya, qu'il était Rosh Yeshiva Abaye. Alors les Gdolei Moussar ils disent, pourquoi Rashi vient nous préciser qu'Abaye était Rosh Yeshiva? Mais si c'était un Rav Stam, non, qu'est-ce que c'est la grandeur d'un Rav? Qu'est-ce que c'est la grandeur d'un Rosh Yeshiva? C'est lorsqu'il apprécie ses élèves. Et Béhémet, comme les témoignages que vous avez jusqu'avant, Rav Gez, il est Raoui, il est Gdolot, Béhémet, une Bekiout, Bishouhan Arour, Shachtaz, Simpa Saïf Katan, extraordinaire. On a goûté l'étude de la Torah, et que Béhémet, ce soir-là, c'est un grand moment pour nous tous, que Hachem nous aide chacun à évoluer, et que Béhézat Hachem, on soit zoché à la goulash, les mab et karo. Bon, comme il est déjà un petit peu tard, donc on va un petit peu écourter donc le programme. On va bientôt passer donc à la remise des diplômes. Et évidemment, après, il y aura un Farbregen, comme vous avez sûrement entendu. On met des tables, on pourra profiter sûrement aussi pour se retrouver, pour se renforcer les uns aux autres. Et bien, juste avant de remettre les diplômes, Bezrat Hashem, j'aimerais juste soulever un point qui est assez important quand même. Ça, déjà le fait que lorsqu'on reçoit la smicha, évidemment, ça veut dire quoi la smicha? La smicha, c'est de savoir déjà poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, la smicha, ça ne veut pas dire donner des réponses, mais ça veut dire aussi de savoir poser les bonnes questions. Parce que des fois, comme plusieurs ont mentionné, lorsqu'on est à la maison, des fois, il y a une question de cache-route. Si on n'a pas appris, on ne sait pas qu'il y a une question. Donc déjà, il faut apprendre pour savoir qu'il y a une question. Est-ce que je connais la réponse tout de suite? Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend. Mais au moins, j'ai déjà l'humilité et j'ai la hanava de pouvoir dire déjà j'ai une question, savoir poser la bonne question. Des fois, c'est pas une question, mais des fois, c'en est une. Et donc, savoir déjà poser les bonnes questions, c'est déjà la smicha. Ensuite, évidemment, lorsqu'on va s'approcher pour essayer de répondre, alors on va pas répondre, essayer de montrer qu'on est gaon et qu'on va essayer de répondre comme ça. Mais on va ouvrir le Shulchan Aruch, on va chercher le Makor et on va essayer évidemment, il y a des questions qui sont urgentes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des rabbanim. Mais si jamais vous pensez qu'il y a des choses que vous pouvez, oui, arriver à la conclusion, c'est important de savoir qu'on ne donne pas de conclusion comme ça. Il faut d'abord regarder, parce que des fois, déjà, l'oubli, chez Cham et Tsuya, des fois, l'oubli est assez courante. Et aussi que des fois, on n'a pas toujours médaillek, et des fois, les cas ne se ressemblent pas forcément. Et donc, on a besoin d'être d'Afka, de regarder en profondeur. Un autre point que j'aimerais mentionner, c'est évidemment, comme aussi Rav Tayev a mentionné, Bemai Nashim Zachian. Donc, c'est quoi le srou des femmes? Et forcément, c'est quoi le srou des femmes? C'est vrai, comme le Rav Tayev a mentionné, que les femmes aussi sont aussi chiyuv d'étudier la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes font la bracha aussi, noter la Torah. Mais comment ça se fait? Moi, que les femmes n'ont pas l'obligation. Oui, en vérité, oui, ils ont l'obligation, mais c'est dans les dynimes que la femme a l'obligation. Mais après, il y a toute la Torah. Qu'est-ce qu'on fait tout le reste de la Torah? Qu'est-ce qu'on fait de ce que les femmes n'étudient pas forcément? Comme j'ai connu, entre parenthèses, et sachez-le, mais c'est pas très agréable de le dire, mais je le dirais quand même, c'est que vous sachez qu'il y a une femme qui faisait partie du cours de Smicha, et que je l'ai découvert après, et que forcément elle s'est cachée, elle a mis un nom de prénom, un nom d'une femme, elle a mis un nom de son père, et elle connaît le chasse, elle demande qu'à s'ennuyer qu'elle voulait apprendre le Shulchan Aruch. Après, quand j'ai su, d'une manière ou d'une autre, je ne vais pas détailler, je lui ai dit, écoute, c'est bien beau, mais bon, elle était d'Afka, elle était très très dommage,
Donc c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui... Mais bon, on va dire en général, la grande majorité des femmes n'ont pas, notamment pas le chiyuv, n'ont pas obligé, il y a tellement de choses à faire à Keret Habayit. Mais en tout cas, tous les srouyot que le mari, tout ce que le mari étudie, tous les srouyot que le mari a grâce à son étude, où est-ce que ce srout va? Aux femmes. Ce sdaf grâce aux femmes que finalement le mari va étudier. Vous savez, des fois les maris sont un petit peu lourds. Ne rigolez pas, c'est la réalité. C'est de rigoler parce que c'est la réalité. Mais c'est un peu lourd, il faut les pousser et pousser. Des fois, il faut une grue pour les soulever. Et c'est souvent les femmes qui sont derrière, qui sont en train de pousser l'homme pour qu'il puisse étudier. Va faire la smicha, va à un cours de Torah, va à Fabregen. Pourquoi tu restes assis avec ton téléphone? Fais quelque chose, bouge. D'accord, lève-toi du canapé. Souvent les femmes. Et pas simplement ça, il y a aussi le fait tout simplement que tout le temps que le mari étudie la Torah, ça prend du temps sur la famille. Et c'est évident que, comme marqué Bemaï Nashim Zachian, c'est quoi le sroud des femmes? C'est évident que c'est donc l'étude de la Torah. J'aimerais juste conclure avec une petite histoire. Et ensuite on va passer donc à la Chalukah des Teudot. Vous savez qu'il y avait, à l'époque du Maggid de Mezrich, il y avait donc ce grand mouvement donc de gens de tout le monde entier, enfin surtout autour de la Russie, etc., qui venaient justement pour se rapprocher donc du Maggid de Mezrich. C'était la Chassidut, c'était assez nouveau depuis le Baal Shem Tov. Maintenant, il y avait aussi deux Géonim qui sont venus, qui étaient à Francfort, et un d'eux qui s'appelait donc Shmuel Nickelsburg. C'était un des Géonim qui était très connu à son époque, et qui donc lui et son frère sont venus pour faire, il me semble, un Din Torah à côté de Mezrich. Et ils avaient toujours entendu parler du Maggid de Mezrich, mais concrètement, jamais ils n'ont eu la possibilité de vraiment d'échanger avec lui, d'écouter sa Torah. Il n'y avait pas aujourd'hui comme WhatsApp, etc. C'était quelques centaines d'années. Et concrètement, ils sont un jour passés à côté. Et ils se sont dit, tiens, on voit Mezrich. Il dit à son frère, viens, on rentre, on voit c'est qui le Maggid, on voit est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de lui. Maintenant, eux, c'était des Géonim, donc c'était des grands Dayanim. Et ils sont donc rentrés chez le Maggid. Ils ont entendu, ils ont vu que, vous savez que le Maggid, il avait des kabaïm, il avait des béquilles. Ils ont vu le Maggid, ils ont vu ses livrets Torah, ils ont entendu la Torah, c'est très très attirant, etc. Ils ont vu la magnifique ambiance chassidique qu'il y avait là-bas. Mais bon, c'était des Géonim, etc. Ils ont entendu et ils ont finalement décidé de reprendre la route chez eux. C'était sympathique, ils ont vu, ils ont voulu retourner. Et juste avant de partir, il y a le Maggid de Mezrich qui leur fait signe. Il dit, venez ici. Ils viennent et ils disent, déjà vous partez? Alors ils disent, oui, on doit partir maintenant, on doit rentrer à la maison. C'est loin, on a quelques centaines de kilomètres à faire. Alors il dit, écoute, vous voyez là-bas le juif là-bas au bout du Beth Midrash, c'était Reb Zouché, Reb Zouché Dani Poli. Il dit, vous voyez le Reb Zouché, allez le, vous savez c'est qui Reb Zouché, allez le voir ce juif-là et demandez-lui qu'il enseigne quelque chose. Très bien. Donc ces Géonim vont voir donc le tape sur les peaux de Reb Zouché. Et si vous connaissez Reb Zouché, ce qui est Reb Zouché, Anna, il ne parlait même pas de sa personne, il parlait de lui à la troisième personne. Jamais il parlait de lui-même, il disait jamais je, Ani, jamais il parlait de lui-même. Et donc en tapant sur l'épaule, il voit ces grands Géonim, il dit waouh, qu'est-ce que j'ai mérité, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent que le Maggid il a dit que tu dois nous enseigner quelque chose. Quoi? Reb Zouché va vous enseigner quelque chose à des Géonim pareil? C'est pas possible. Et donc forcément, ils ont repoussé il a essayé de repousser. Il dit non, il n'y a que toi. Dans le code Beth Midrash, il n'y a que toi ici, c'est toi qui dois nous enseigner. Bref, il a accepté, il dit si vous voulez, je peux vous enseigner. Vous voyez, j'ai la Gemara Brachot, je suis un juif simple, la Gemara des débutants, entre guillemets. Et donc, voilà, justement, si déjà le rabbi veut que je partage quelque chose avec vous, je vais partager ce point-là. La Gemara nous dit dans Brachot, dans la Masechet Yud, dit qu'il y a Aaron, le Aaron Kodesh, et 9 personnes font minyan. Aaron. Et après, la Gemara pose la question, Vechi Aaron Gavrao, est-ce que le Aaron Kodesh, on sait très bien combien de personnes il faut faire un minyan? Il faut 10 personnes à partir de Bar Mitzvah. La Gemara pose la question, quoi, 9 personnes et le Aaron Kodesh, le Mechila du Aaron, ça suffit pour faire un minyan? Vechi Aaron Gavrao, est-ce que le Aaron, c'est Gavra, c'est une personne pour compléter au 10e? C'est un morceau de bois. Comment c'est possible? Alors le Reb Zouché, en lisant ça, se tourne vers ces Géonim et dit, est-ce que tu comprends la question de la Gemara? Vechi Aaron Gavrao, c'est évident. Tout le monde sait, un enfant sait que pour faire minyan, il faut 10 personnes. C'est quoi la Gemara? Vous savez, tout est très précis. Si la Gemara mentionne même une question, on doit prendre la question. Et donc, vraiment, les Géonim disent, c'est vrai que c'est une question tellement simple que c'est bizarre que la Gemara nous pose la question. Alors il dit, je vais vous dire pourquoi. Et c'est parce que des fois, il y a un Aaron. C'est quoi un Aaron? C'est un morceau de bois finalement. C'est des poutres de bois. Et dans le Aaron, on fait rentrer des Sifrei Torah. On fait rentrer des Sifrei Kodesh. Est-ce qu'il a changé? C'est resté un morceau de bois.
C'est resté un morceau de bois inerte, sans vie. C'est vrai qu'il est kadosh. C'est vrai qu'il faut avoir du kavod envers le Sefer Torah et envers l'Aaron Kodesh. C'est évident. Mais est-ce que c'est devenu une personne, est-ce que Gavra? C'est resté un morceau de bois. Et donc la Gemara nous dit, Vechi Aaron Gavrao, ça veut dire quoi? C'est possible qu'un juif ait étudié la Torah. Un juif, un corps. Et que ce corps-là est considéré quoi? Comme un morceau de bois finalement, qui n'a pas vraiment de vie, qui n'a pas vraiment de Gdusha. Il a évidemment de Chelek Eloka, etc. Mais il va en faire entrer la Torah à l'intérieur de lui. Encore un Sefer Torah, encore un Mechaber, encore un mot, encore un char, encore un Beret, encore un Petri Tchouva. Il essaie de faire entrer ça dans la tête. Encore aussi un Mahamar. Ça peut arriver aussi des cas comme ça. Et on lui dit, Vechi Aaron Gavrao. Peut-être que tu es resté le même morceau de bois que tu étais avant. Le Aaron, c'est un morceau de bois. Il est resté morceau de bois. C'est pas parce qu'il a fait rentrer à l'intérieur de lui des Sifrei Kodesh qu'il a changé. Donc Zouché dit à ces jeunes-là, à ces rabbanim-là, il dit, vous voyez, il y a des rabbanim, il y a des gens, Talmidei Chachamim, qui sont restés des Aaron Kodesh. C'est vrai, ils sont Kodesh, mais c'est des Aaron, c'est resté des morceaux de bois. C'est pas des Gavra, ils ne sont pas changé leur personnalité pour devenir des Gavra, des hommes, l'homme, Ha'adam. Oui, Atem Kroim Adam. Ils sont pas arrivés à ce niveau-là. Et donc ils ont compris le message. En deux mots, qu'est-ce qu'il voulait dire à Zouché? Il les a un petit peu piqués comme ça. En deux mots, peut-être vous êtes des Géonim, mais on veut rester. On ne peut pas dire Chamon c'est Sfarim, parce que c'est vraiment des Géonim. Mais du point de vue de Neshama, l'Avd d'Afrique de la Neshama est clair. Et après, ils ont demandé à Reb Zouché, alors comment on fait pour être des hommes? En deux mots, comment on fait pour que la Torah s'imprègne à l'intérieur de nous, pour qu'il change notre personnalité, pour qu'on devienne, qu'on change et qu'on inverse l'inerte qui est à l'intérieur de nous en vivant? Alors, Reb Zouché a dit, ça c'est chez le Maguid de Mezrich. Et après, c'est comme ça qu'ils sont devenus Talmidim du Maguid. Pourquoi je rappelle ça maintenant? Parce que vraiment, il y a beaucoup, tout le monde attend tous le petit diplôme qu'on va mettre. C'est vrai, c'est pas un petit diplôme, c'est un beau diplôme aussi, Begash Miout, et aussi important, c'est évident que c'est très important. Mais il faut savoir que l'étude qu'on acquiert, c'est pas forcément dans les connaissances, c'est aussi dans l'être. C'est pour être un gavra, pour être vraiment une personne, que ce soit un mensch, que dans les midot tovot, mais aussi pour éclairer notre neshama, pour vraiment qu'on puisse prendre force de tout ça. Et donc, comme plusieurs personnes ont rappelé ici, de continuer l'étude, de se renforcer dans l'étude, et de savoir que maintenant, c'est pas simplement un papier, mais c'est aussi une responsabilité. D'être vraiment digne d'avoir une théouda, un diplôme pareil. Donc déjà, on va faire un grand Michaot Kapaim, un applaudissement à tout le monde pour cette grande... Avec notre mission, on va commencer donc la distribution de théoudotes. On appelle Arav Menachem et Rabbi Yehuda Shamim pour applaudissements s'il vous plaît pour l'applaudissement. Applaudissements pour le cher ami pour la cour de mouvement. הרב שמואל אילן בן רחמים גבאי, בבקשה. הרב אליהו בן רבי יהודה אזולאי. אפלודיסמנט s'il vous plaît en nom. On va appeler mon frère. הרב אברהם בצלאל בן הרב מיכאל גר. Grande applaudissement. Demandez à Rabbi Eli Yoel Ovadia Ben Rebbeyahu Bismot. C'est surpassé. Ça fait quelques années que j'étudie. J'ai commencé au Beth Chabad de... Oui, le 5e arrondissement. C'est ça, c'est commencé. Yochanan Shlomo Aryeh. Fred Aaron Saïd. Applaudissements s'il vous plaît. Il est du sud, mais on l'accepte quand même. Chaim et Reb Shmuel Chazan. Monsieur Hazan, applaudissements. Depuis le début, qui a beaucoup investi. On était toujours à l'heure, sont toujours un des premiers au Zoom. Comme ça, pas que des arabes.
un jeune homme très courageux qui a tenu tête, un jeune homme très courageux qui n'a pas lâché. Rabbi Michael Tzemar Mordechai et Rabbi Yosef Brami. On va demander aussi au papa de venir en photo avec. Il fait du bon travail, très courageux, il n'a pas lâché. Il refait encore une fois. Un ami très cher qu'on remercie aussi pour son aide, aussi par sa participation pour cette soirée. À Michael Moshe Berem Massoud, à table, Bakacha, applaudissements. On va appeler maintenant un voisin pas très loin de chez nous, le Pantin. Avioni Israël, Berem Moshe, Haddad, applaudissements. Et pour Bruxelles maintenant. Rav Elazar, Shimon ורב יוסף, ביטון בבקשה, ברכה, שמחה ורבה. רב יעקב בן רב יוסף, אלבו, בבקשה, vous pouvez applaudir bien fort. Encore un courageux. Afrej, vraiment de Chai Zerbin. Applaudissements s'il vous plaît. Un investi, il a pas lâché prise. Nous, un membre de la famille, on connaît bien. Sheliach nos émigrants. David Moshe Menachem, Madame Abraham Ben Chetfield, applaudissements s'il vous plaît. C'est un gentil tonton, on peut dire. Posez beaucoup de questions. Ah là là, il est tombé, c'est pas grave. Comme tu dis, va, Pas vrai. C'est la rabat. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant au ciel? Dans le ciel, t'as tout le malachim viennent David Lalou, il est pas là. Shmuel, je m'embrasse avec David. Le Sheliach de David Lalou de on a donné au père, au fils, maintenant au père, à Yosef et Reb Shaul Brami. Il a bien investi, jusqu'au bout, maintenant, un cher ami qui a aussi beaucoup aidé pour l'organisation de la soirée, Rav Menachem Mendel, Rav Ephraim Sultan. Bienvenue Sultan, applaudissements bien fort. Un des premiers de Seigneur aussi de Romainville. On n'entend pas au fond, on n'entend pas.
מרדכי רוח אליו. רב יוסף ורב דוד בוקובזה, applaudissements bien forts. Depuis le début, toute notre famille, merci à Laurent de Cohen. Rav Yoshua ben Rav Shimon Petit, on applaudit bien fort. Bon, ça passe qu'on fait, hein. La parole, elle a une influence. C'est comme ça que j'étais au collège. Je remercie vraiment le Rabbi Elbez. Je suis tombé par terre quand j'ai appris un jour qu'il était venu Dayan. C'était mon frère quand j'étais à Kitov. Et j'ai eu honte. Je me suis dit, bon, le temps a passé. Il y en a qui font du surplace, même du recul. Il y en a qui avancent beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je me suis inscrit à ce collège et je voulais au moins en sortir quelque chose. Alors j'espère que ça va encourager d'autres qui sont peut-être présents ici à faire la même chose. Il va reprendre. J'ai appris qu'il va faire Shabbat. Bon, je suis déjà inscrit. Je vais m'inscrire. Applaudissements bien forts. Alors, Menachem Mendel, Chaim Meir, Reb Aryeh Partouche, applaudissements bien forts. C'est toujours plaisir de voir les gens en vrai.